Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter 5 histoires très intrigantes mais surtout extrêmement sordides. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour me le faire savoir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram IkenTV qui s'affiche juste ici. On est parti pour atteindre les 10 000 abonnés petit à petit, donc si vous voulez faire partie de l'aventure, donnez un petit coup de pouce, je vous invite à me rejoindre là-bas. Si vous êtes maintenant bien installé, on est parti pour découvrir ensemble nos différentes histoires. En 1973, John Paul Getty, un vieil homme de 80 ans, était l'un des hommes les plus riches de la planète. Il avait gagné son argent grâce au pétrole et sa fortune atteignait des milliards de dollars. Mais au-delà de ses affaires, de son business, John Getty était aussi connu pour être un mécène, un philanthrope, un amateur d'art, mais aussi un collectionneur de type plutôt obsessionnel, d'objets rares et inestimables. Mais le 10 juillet 1973, tout bascula. John Paul Getty, troisième du nom, dans la famille on s'embête un peu pour trouver des noms, oui, qui était le petit-fils du milliardaire qui avait 16 ans, a été kidnappé dans les rues de Rome. Il a été enlevé en plein jour sur la Piazza Farnèse, on l'a jeté dans un van et on l'a emmené hors de la ville. Toute la famille était très angoissée. Pourquoi il a été enlevé ? Est-ce que le but c'était de lui faire du mal directement, de demander quelque chose ? Et justement, le patriarche, le vieil homme, John Getty du haut de ses 80 ans, se trouve face à un dilemme. Son propre sang est en danger, sa descendance, et ses ravisseurs réclament une modeste somme. 17 millions de dollars. Bien sûr, le tout pour la libération du jeune garçon. Tout le monde se demandait ce que le milliardaire allait faire. Tout le monde se dit qu'il va payer. Il a énormément d'argent. Bon, en soi, sans vraiment exagérer par rapport à toute sa fortune, 17 millions, c'est pas grand chose, surtout pour sauver la vie de son petit-fils. Mais la réponse de John Getty surprend tout le monde. Il dit non. Et il dit non pour une raison qui lui est propre. Cette raison, c'est que certes il aime dépenser pour enrichir sa collection d'art, mais à part ça, il a aussi ce petit vice, c'est que c'est un énorme radin. Il ne veut pas dépenser $1 pour la vie de son petit-fils. Son propre fils, donc le père de l'adolescent qui a été enlevé, vient même le supplier de l'aider, mais encore une fois, il lui dit non. Il hésite même pas. Et ce qui le pousse justement dans sa réflexion et dans le fait de refuser, et son raisonnement peut sembler d'un côté logique, mais aussi très inhumain. Il se dit que il a 13 petits-enfants, donc si il cède par rapport au paiement d'une rançon pour un d'entre eux, et ben en fait tous les autres vont devenir des cibles, et chacun va peut-être se faire enlever pour demander une rançon, etc. Je trouve que c'est très dur de se dire ça, mais c'est pas si bête. Donc, dans cette histoire, pour le moment, John Getty, le vieil homme, le milliardaire, se dit qu'il va conserver sa fortune. Pourtant, il se doute que son petit-fils, celui qui a été kidnappé, est potentiellement en danger de mort. Mais ça lui fait tout de même ni chaud ni froid. Il préfère quasiment garder sa fortune intacte plutôt que de donner de l'argent. Et pendant ce temps, il y a une personne qui souffre de cette situation, c'est le fameux adolescent qui lui a été enlevé. Et chaque jour, lui, il est en souffrance, il n'est pas très bien traité par ses ravisseurs. Il a été enfermé dans une grotte, assez reculée, dans le sud de l'Italie, dans une région réputée sauvage, où il n'y a, bien sûr, quasiment pas d'habitants. Donc même s'il arrivait à s'enfuir, il ne pourrait pas aller bien loin. Les jours ont passé, on commence à se demander si l'adolescent va sortir de toute cette histoire en vie. Et les ravisseurs, eux, voyant que l'argent n'arrive pas, eh bien, ils se disent qu'ils vont commencer à mettre leurs menaces à exécution. Donc petit à petit, le jeune homme qui n'avait absolument rien demandé voit son sort tourner petit à petit vers l'horreur. Alors au début, c'était des privations. On lui faisait subir surtout de la torture psychologique. Au début, on lui avait laissé une petite radio pour qu'il puisse se distraire. On lui a retiré. Il avait réussi à apprivoiser un petit oiseau dans la petite cellule qu'il avait. Ça lui faisait de la compagnie. On lui a pris, on l'a tué. Et le temps passant encore, là, les tortionnaires ont décidé de jouer avec la vie d'adolescent. Ils posaient une arme partiellement chargée sur sa tempe et ils appuyaient sur la gâchette petit à petit, faisant bien sûr sombrer l'adolescent dans une peur bleue. En gros, les kidnappeurs jouaient à la roulette russe avec l'adolescent, mais il n'y avait qu'un seul participant, c'était John Paul Getty III. Mais il devait être assez chanceux quand même dans son malheur, parce que la situation a duré pendant des mois, où le vieil homme, lui, ne voulait toujours pas donner un seul dollar, et pendant ce temps-là, John, lui, survivait. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ça aurait pu finir très vite cette histoire. Nous passons donc au mois de novembre 1973. Un journal italien
reçoit une enveloppe. Et à l'intérieur, il y a 2 choses. Une mèche de cheveux et une oreille. L'oreille, vous savez très bien à qui elle est à l'adolescent disparu. Les ravisseurs font passer le message ici, coucou, on est toujours là, on n'a pas oublié ce qu'on a demandé. Leur but, c'est d'avoir de l'argent. Donc, ils négocient un peu. Cette fois-ci, ils ne demandent plus 17 millions de dollars, ils réduisent drastiquement le montant de la rançon, ils demandent 3,2 millions de dollars. Il y a un sacré gap. Là, on peut se dire que le vieil homme, il a fait une économie quand même de plus de 10 millions de dollars, il va payer. Non, c'est que parce que toute sa famille lui a mis une pression, mais vraiment une pression monumentale. Ils lui ont dit que s'il ne payait pas, c'était comme si c'était lui qui avait appuyé sur la gâchette qui allait ôter la vie à l'adolescent, qu'il aurait sa mort sur la conscience. Donc, au bout de tout ça, le vieil homme accepte de payer. Mais il paye pas tout. Il débloque une somme, il débloque seulement 2,2 millions de dollars. Je dis seulement parce qu'il aurait pu débloquer toute la somme. L'autre partie de la rançon, c'est la famille qui a payé, ils ont participé aussi. En fait, on ne demandait pas au vieil homme de tout payer, on demandait une participation, et à chaque fois il refusait, jusqu'au moment où il a payé les 2,2 millions de dollars. La rançon a été distribuée, et l'histoire ne s'arrête pas. Le garçon aurait pu être livré, en bonne santé, mais pas du tout. Il a été laissé à l'abandon dans une station-service, le 15 décembre 1973, après quand même 5 mois de captivité. On rappelle qu'il a 16 ans quand même. Son état était affreux, son oreille qui avait été coupée était infectée. Pour le maintenir en vie pendant tout le long de sa captivité, on lui avait administré des doses massives de pénicilline et on lui avait versé du brandy pour faire comme si on allait cicatriser un peu ses différentes plaies. Après ces 5 mois d'enfer, l'adolescent était évidemment plus qu'heureux de rentrer enfin chez lui, jusqu'au moment où il a parlé à son grand-père. Enfin tout du moins, jusqu'au moment où il a essayé de parler à son grand-père. Il voulait le remercier, mais son grand-père a fait passer le message qu'il ne voulait plus de contact avec lui parce que l'argent qu'il a débloqué, c'était pas un don. C'était pas pour retrouver quelqu'un de sa famille rapidement, pas du tout. Il estime que cet adolescent qui a été en captivité doit lui rembourser le moindre dollar. Toute la somme qui a été débloquée, jusqu'au moindre dollar. Mais pas que. Concrètement, pour le vieil homme, ce qu'il a fait, c'était un prêt avec des intérêts. Donc, le jeune garçon devait, en plus de rembourser les 2,2 millions, rembourser 4% d'intérêt en plus. Naturellement, l'adolescent, il était abattu. Donc, il s'est plongé dans la drogue, l'alcool. Et en 1981, 8 ans après toute cette histoire, il a fait un mauvais mélange qui lui a provoqué une attaque cérébrale et son foie n'a pas tenu. Il n'en est pas mort, mais il a complètement perdu l'usage de son corps. Il était paralysé, à moitié aveugle et incapable de parler. Donc après les 5 mois d'enfer qu'il avait vécu, encore plus tard, il se retrouve en captivité, mais cette fois-ci dans l'isolement de son propre corps. C'est en 2001, à l'âge de 54 ans, qu'il a perdu la vie. Un jeune garçon qui a été victime de ceux qui l'ont kidnappé, mais il était peut-être encore plus une victime de son propre grand-père. Au 19e et au début du 20e siècle, les traitements qui étaient proposés aux malades, ou d'ailleurs à ceux qui allaient très bien, frôlaient parfois l'absurdité. Il était tout à fait courant de soigner une toux avec un sirop, jusque-là rien de surprenant, mais dans le sirop il y avait de l'alcool et de l'héroïne. Et on pouvait donner le même sirop à un bébé qui pleurait, soi-disant un peu trop. Et généralement, après avoir bu quelques gouttes du sirop, il dormait comme un bébé. Et là, on peut comprendre l'expression. De plus, à cette époque, il n'était pas compliqué de trouver des personnes, des charlatans, clairement, qui se faisaient passer pour des médecins. De faux médecins, donc, qui allaient de village en village et qui prétendaient pouvoir tout soigner. Que ce soit un petit problème d'insomnie ou même une tumeur ou un cancer, des maladies bien plus graves. Et ce commerce-là, ça marchait plutôt bien. Jusqu'à l'arrivée du Clean Food and Drug Act. Désolé pour mon accent, mais c'est une loi qui met fin en soi à ce genre de pratiques douteuses. Mais le mal était déjà là, parce que bien que la pratique de ces charlatans était maintenant condamnée, il y a des personnes, les victimes de ces faux médecins, qui eux étaient méfiants vis-à-vis des vrais docteurs. Donc ils se tournaient vers ces alternatives-là, et parfois même au péril de leur santé. Il faut quand même avoir une longue réflexion pour se dire qu'on va aller voir un médecin pour être guéri, mais pour ça, il faut qu'on se mette dans un pire état. Bizarre. Et à cette époque-là, ce qu'on appelle la médecine alternative n'avait rien de médicinal. Parce que derrière les prétendus bienfaits de leurs remèdes, etc., les personnes qui étaient à l'origine de tout ça, ce qu'ils voulaient seulement, c'était s'enrichir sur le dos de ces personnes vraiment malades. Et au début des années 1900, à Seattle et Olalla dans l'état de Washington, il y a une femme qui a poussé cette fameuse logique à l'extrême. On estime qu'elle aurait causé la mort d'au moins, le chiffre est peut-être plus élevé,
mais à chaque fois le prétexte est le même. Elle voulait guérir les gens. Et vous allez voir que sa méthode pour guérir était quelque peu bancale. Si vous ne vous sentez pas très bien, je vous le conseille pas. Le nom de cette personne, c'est Linda Hazard. Et son sobre surnom, c'était la doctoresse de la faim. Elle est née le 18 décembre 1867 à Carver dans le Minnesota. Elle se faisait appeler docteur, mais elle n'avait aucun diplôme de médecine. Mais elle a profité d'une sorte de flou juridique pour obtenir une licence qui lui permettait de pratiquer. Et ça, officiellement. Donc elle ne faisait pas partie de ces charlatans, ces faux médecins, parce qu'elle était considérée comme un vrai médecin, mais sans les compétences. Oui, sur le papier, ça sert à rien. Mais à l'époque, ça marchait. Et justement, ce flou juridique, c'était une erreur fatale vu ce que ça a causé derrière. Donc, ce fameux flou juridique qui lui a permis d'obtenir cette licence, c'était une erreur fatale par rapport à ce qui s'est passé derrière. Linda Hazard était une adepte obsessionnelle de ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Elle prenait le jeûne absolu comme remède universel. Donc elle était persuadée que se priver de nourriture permettait de guérir absolument tout. Elle a fait un livre où elle explique qu'elle s'est formée auprès d'un autre docteur qui était spécialiste de cette fameuse pratique de privation de nourriture. Ce docteur, c'était le docteur Edward Dewey. Mais ce fameux docteur dont Linda s'est inspirée, il avait des limites. Pas elle. Elle est allée bien plus loin que ça, elle allait jusqu'à la mort. Déjà, les théories du docteur Dewey étaient assez radicales. Lui, il prenait quelque chose qui s'appelle le No Breakfast Plan. C'est pas quelque chose de compliqué à comprendre, c'était juste un régime où on ne mangeait pas au petit déjeuner, donc on n'avait que 2 repas par jour. Pour lui, toutes les maladies découlaient d'une chose, l'excès de nourriture. Donc en retirant un repas, eh bien, on se protégeait plus face à la maladie. Et pour les maladies les plus graves, il fallait encore une fois retirer de la nourriture. Sa solution est simple, jeûner un long moment, voire un très long moment, tout guérir, même la folie, donc même des maladies mentales. Ça semble assez dangereux, et ça ne semble pas, ça l'est vraiment, mais Linda, elle est allée encore plus loin. Déjà, les théories du docteur Dewey, au début du XXe siècle, étaient plutôt appréciées, entendues. Elles commençaient à avoir un succès, alors que les vrais médecins, pour eux, c'était n'importe quoi. Et c'est en lisant ce genre de théorie que Linda s'est construit sa conviction et que petit à petit, elle a elle-même développé ses propres méthodes de médecine basées sur ce que le docteur Dewey avait pu dire. Pour le jeûne, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis la nuit des temps. Hippocrate, le père de la médecine, le recommandait, pas tous les jours mais de temps en temps. Aujourd'hui encore, on parle de jeûne intermittent ou des régimes comme le OMAD qui est le One Meal a Day, donc un repas par jour. Mais ce qui est important par rapport au jeûne classique comme on l'entend, c'est que le but est de réduire la nourriture, mais pas de la supprimer. Même si on mange moins, on mange quand même. Alors que dans la vision de Linda Hazard, ce fameux jeûne absolu, tu ne manges absolument rien. Et ça conduit vers une seule et unique chose, l'épuisement du corps. Donc, les premiers signes de ces patients qui pratiquent le jeûne absolu eh bien, se font vite apercevoir, migraine, fatigue, troubles de la concentration, et ils ont faim. Donc, ils font une obsession sur la nourriture. Et pour Linda Hazard, c'est quand il y a cette obsession que là, la guérison commence. Ça commence juste. Et au-delà de ces symptômes-là, pratiquer ce genre de jeûne peut avoir d'autres conséquences. Ça peut développer de troubles alimentaires, une anorexie mentale, des crises de boulimie, et ça peut développer d'autres maladies qui, si elles ne sont pas prises en charge par de vrais médecins, peuvent tuer. Et c'est justement pour l'utilisation de cette méthode très extrême que Linda Hazard a été connue et appelée la doctoresse de la faim. Là, ça fait sens. Elle faisait publiquement la promotion de son traitement miracle, ce fameux jeûne absolu, dans les journaux. Elle en était très fière. Elle disait qu'elle pouvait tout guérir avec ça, et donc les patients, crédules, accouraient pour expérimenter la chose. Son niveau de succès, il n'est pas très élevé. Donc, généralement, ceux qui portaient la porte de son établissement pour faire une consultation ou peu importe, eh bien, généralement, ce qu'ils faisaient, c'était l'équivalent de signer leur arrêt de mort. Parmi les premières victimes de notre docteur, il y avait une femme du nom de Gertrude Young. Elle souffrait d'une paralysie partielle du bras et de la jambe, du côté gauche de son corps, après avoir été victime d'un AVC. Elle était désespérée, elle avait passé du temps à chercher un remède, et elle est tombée sur ce que racontait Linda Hazard, qu'elle pouvait tout guérir. Et au bout de la consultation, Linda Hazard ne s'est pas fait prier, elle a dit « Il te faut un jeûne de 40 jours, ça ira mieux ». Pour elle, afin de guérir d'une paralysie, il fallait ne pas manger pendant 2 mois. Je suis pas sûr du truc. Le jeûne devait nettoyer le corps de Gertrude et l'amener ensuite à récupérer
pleinement possession des membres qui étaient paralysés. Gertrude, convaincue, a accepté de commencer son jeûne. Elle s'est installée chez elle, accompagnée d'une amie, et de temps en temps, Linda Hazard ou certaines de ses infirmières passaient pour voir si tout se passait bien. Alors, c'était un jeûne, certes, interdiction de manger de la nourriture solide, mais elle pouvait de temps en temps boire quelques gorgées de bouillon ou de jus filtré. Faut bien s'hydrater parce que sinon, notre Gertrude, elle serait décédée très rapidement. Au bout d'un mois, Gertrude est dans un état effrayant. Elle tremble, elle transpire à grosses gouttes et elle vomissait régulièrement une substance noire et épaisse. Linda Hazard est venue la voir, elle a dit « il n'y a pas de problème, faut juste ouvrir les fenêtres, il faisait extrêmement froid dehors pour que Gertrude profite de l'air frais. » Ça n'a pas du tout eu un effet bénéfique, elle vomissait encore plus. Donc inquiète, l'ami de Gertrude, qui était à ses côtés, a pris contact avec un médecin qui l'avait déjà traité par le passé. Pour lui, c'est sûr et certain, il faut arrêter ce qu'elle est en train de faire. Ce jeûne ne sert à rien à part la tuer à petit feu. En plus, elle s'est complètement déréglée d'un point de vue alimentaire. Elle ne peut pas se remettre à manger comme ça. Elle doit remanger petite dose par petite dose. Mais Gertrude décide d'en faire autrement. Elle décide de continuer son jeûne. Elle était complètement convaincue de ce que lui avait promis Linda Hazard. Malheureusement, elle a perdu la vie le 39e jour de son jeûne. Et dans cette histoire, Linda Hazard s'en est sortie sans problème. Il n'y a eu aucune accusation de meurtre à son égard parce que techniquement, c'est Gertrude qui a accepté de faire le traitement. On ne lui a rien imposé. En théorie, elle aurait pu améliorer son état et éviter la mort de son propre chef. Bien que légalement, on ne puisse rien faire contre Linda Hazard, est-ce que ce drame a permis aux autorités de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait? Pas du tout. Linda Hazard a continué à donner ce genre de traitement encore et encore, inlassablement affamant d'autres patients. Et comme Gertrude, souvent jusqu'à la mort. Ce qui est arrivé à Gertrude, c'est arrivé à tous les autres patients parce que c'est un phénomène naturel. Le corps a besoin de calories, a besoin d'énergie pour survivre, et sans alimentation, le corps peut tenir pendant 2 mois. Mais ça ne veut pas dire que pendant ces 2 mois, le corps reste intact. Il se détériore petit à petit, les organes lâchent les uns après les autres. Et la première victime du jeûne, c'est le cerveau. Les personnes vont d'abord avoir une humeur irritable, ils vont être extrêmement fatigués, avoir du mal à se concentrer, ils vont avoir énormément envie de manger, ils vont avoir faim, ce qui est normal. Mais la contrepartie que promettait Linda Hazard compensait l'obsession. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement cette envie du résultat, cette envie d'aller mieux, qu'ils arrivaient à s'empêcher de manger, parfois, comme pour Gertrude, pendant de très longues périodes. Mais après que le cerveau, lui, lâche complètement, le corps, lui, il passe en mode survie. Les muscles fondent, le cœur ralentit, et au bout du chemin, il n'y a qu'un résultat, c'est la mort. Et toutes les victimes de Linda Hazard ressemblaient exactement à Gertrude en fin de vie. Ils ressemblaient tous à des zombies, les yeux qui s'étaient enfoncés dans leurs orbites, une soif constante, une respiration superficielle, leur peau prenait une teinte jaunâtre. Ces personnes sont complètement incapables de se déplacer, tout devient une épreuve. Vraiment, ces personnes deviennent des cadavres vivants. Mais pour Linda Hazard, c'est pas un problème. Elle s'en fiche un peu, à vrai dire. Elle, ce qui l'intéresse surtout, c'est s'enrichir, c'est se faire de l'argent sur le dos de ces personnes. Donc, elle fait construire, une fois qu'elle a déjà accumulé un peu de richesse, un sanatorium dans la forêt d'Olala. Un endroit à l'abri des regards, un endroit où elle peut affamer ses patients. Et durant leur agonie, elle leur fait signer des documents qui indiquent qu'elle devient propriétaire de leurs biens. Au fur et à mesure du temps, ce genre de traitement est devenu un business complètement macabre. Elle falsifiait des testaments, elle volait des objets de valeur. Et il n'y a plus d'autre possible. Linda Hazard n'était pas en fait convaincue que ces méthodes permettaient vraiment de guérir. Elle savait pertinemment qu'elle emmenait des personnes vers la mort. Mais c'est quand elle a rencontré des sœurs, les sœurs Williamson, que là elle a cru pouvoir toucher le jackpot. Ces sœurs, c'était Claire et Dorothea, 2 jeunes héritières très riches. Elles étaient propriétaires de terres aux États-Unis, au Canada et en Australie. Donc des cibles de choix pour cette mauvaise docteure. Les 2 sœurs étaient orphelines depuis l'enfance, et elles souffraient de légers troubles hypocondriaques et elles dépensaient des fortunes pour trouver un remède à ça. Elles ont testé des traitements médicaux complètement inutiles et elles continuaient d'en faire, convaincues que leur solution se trouvait dans la médecine alternative. Donc, elles ont pris contact avec Linda Hazard, elles se sont rendues au fameux sanatorium mais il n'était pas encore terminé. Alors Linda Hazard les a envoyées dans un appartement à Seattle, où là, elle les a privées de nourriture, elle leur faisait des massages mais
pas des massages agréables, vraiment, elle les frappait et elle leur faisait des lavements interminables. Au fur et à mesure du temps, les femmes étaient trop faibles pour marcher, elles hurlaient de douleur et les voisins entendaient ces cris mais n'ont pas agi. Et malgré le fait que les voisins semblaient ne pas se sentir concernés par la douleur des filles, Linda Hazard, elle se disait que peut-être un jour ça pourrait lui causer du tort. Donc elle a fait déplacer, une fois que le sanatorium était fini, les filles sur un brancard jusqu'à son endroit isolé dans la forêt. Et bien qu'il était à l'abri des regards, c'était un endroit qui était connu, appelé Starvation Heights, parce qu'autour du sanatorium, on pouvait croiser des personnes complètement squelettiques qui mendiaient de la nourriture. Hazard eut les mêmes méthodes pour s'enrichir auprès des deux sœurs, c'est-à-dire qu'elle rédigeait des testaments où elle était la seule bénéficiaire. Elle se nomma elle-même tutrice légale et bénéficiaire unique de l'héritage des deux sœurs, donc plus de 500 000 $ tout de même. Elle a volé leurs bijoux, elle a pillé leurs biens et elle portait même leurs vêtements. Mais dans cet enfer, les deux filles avaient quand même une mini-chance. C'est qu'elles étaient entre elles, elles étaient là l'une pour l'autre. Mais Linda Hazard a décidé de leur retirer même cette proximité. Elle les a séparées et c'est ça qui a fait que Dorothea a eu un déclic. Elle a envoyé un télégramme à son ancienne gouvernante qui était en Angleterre et en apprenant la situation, elle est tout de suite venue par bateau. Mais malheureusement, quand elle est arrivée, il était déjà trop tard. Claire avait perdu la vie et à sa mort, elle ne pesait que 22 kilos. Dorothea, elle, était extrêmement mal en point et elle pesait 27 kilos. Heureusement, la gouvernante a réussi à retirer Dorothea de ce système abominable. Elle l'a ramenée à Seattle et une fois sur place, là, elle a parlé de tout ce qu'elle a vu à la police. La police a fait une descente au sanatorium, Linda Hazard a été arrêtée, jugée et condamnée à une peine de 2 à 20 ans de prison. Et elle a fait que 2 ans. Elle a obtenu une grâce totale de la part du gouverneur à une seule condition, quitter les États-Unis. C'est ce qu'elle a fait. Donc elle s'est retrouvée ailleurs, dans un autre pays, complètement libre après avoir tué de nombreuses personnes qui cherchaient simplement à se soigner. Mais où est-elle allée? Elle est partie en Nouvelle-Zélande pour vivre une nouvelle vie. Absolument pas. Elle a décidé de recommencer ce qu'elle avait fait aux États-Unis. Mais cette fois-ci, elle se présente pas comme docteur. Elle fait les choses un peu différemment. Elle se présente comme diététicienne et praticienne en médecine alternative. Mais là aussi, ces pratiques attirent l'attention. Elle est arrêtée à Auckland pour pratique illégale de la médecine. On lui met une amende d'à peu près 400 $ et ensuite rouler jeunesse. Donc bien sûr, Linda Hazard décide de continuer. Elle retourne à Olala, elle refait ouvrir un sanatorium où officiellement elle ne pratique plus la médecine. Elle présente le sanatorium comme une école de santé. Bien sûr, elle recevait toujours des patients qu'elle affamait, elle faisait toujours son business de mettre à mal des personnes pour profiter d'eux. Et c'est le 24 juin 1938 qu'elle a perdu la vie. D'une manière, on peut le dire, c'est un comble. Elle est tombée malade. Donc elle s'est dit, je connais le remède pour guérir les maladies, et toutes les maladies. C'est le jeûne. Il faut que j'ai faim. Donc, elle se lance dans un jeûne. Et donc, au bout d'une agonie lente et atroce qui est tout de même méritée, Linda Hazard est morte de faim. Exactement de la même manière que toutes ses victimes. Est-ce que le destin a en quelque sorte rendu justice ? Dites-moi ça en commentaire. Mesdames et messieurs, je profite qu'on en soit à peu près à la moitié de la vidéo pour vous dire que si ça vous plaît, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Rejoignez-moi aussi sur Instagram que je vous affiche juste ici à Ken TV pour m'envoyer une histoire effrayante peut-être qui vous est arrivée, du paranormal, un truc mystérieux, quelque chose qui vous a intrigué, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas et de m'en faire part, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à l'avenir. Il y a un métier qui peut provoquer du malaise, mais aussi du dégoût. Ce métier, c'est celui d'exécuteur public. La vision qu'on en a, nous, c'est ce fameux bourreau à côté d'une guillotine ou des cordes de pendu, celui qui met à mort clairement des condamnés. Donc c'est plutôt un métier assez sanglant, peut-être même déshonorable, mais à l'époque, cet exécuteur était tout de même un mal nécessaire, il fallait que quelqu'un s'y colle. Ça faisait partie d'un rouage de la justice, assez sombre, un bourreau au sens littéral du terme. Ce métier de bourreau, c'est un métier très particulier. Il fallait avoir un savoir-faire précis, et il fallait aussi avoir probablement une force mentale hors du commun, parce que donner la mort à plein de personnes, faut quand même y aller, et potentiellement avoir aussi une absence d'empathie. Et quelque chose d'assez constant au travers de l'histoire, c'est que généralement, les bourreaux, c'était des hommes, à certaines exceptions, et justement ce qui va nous intéresser ici, c'est une exception. Une exception qui porte le nom de Dame Betty de Roscommon. Elle est née vers 1740 et elle est devenue une célèbre exécutrice réputée pour sa cruauté et son surnom, Lady Betty, a hanté les esprits pendant
des générations. C'est Sir William Wilde, le père d'Oscar Wilde, qui a relayé son histoire. Selon lui, Lady Betty traçait, à l'aide d'un morceau de charbon, le portrait de ses victimes. Et ça, directement sur les murs de sa propre demeure. Un geste qui peut fasciner, mais qui reste très morbide. Personnellement, j'irai pas dessiner le visage de ceux que j'ai pu tuer sur les murs de ma maison. À la limite, un petit aimant là, leur effigie sur le frigo, mais pas plus. Et pendant des siècles, sa légende s'est répandue dans toute l'Irlande. Et la question qu'on peut se poser, que vous vous posez peut-être, c'est la suivante. Qui est cette fameuse Lady Betty? Et pourquoi est-ce qu'elle était un peu crainte? Eh bien déjà, l'histoire de Lady Betty débute dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. À cette époque, elle ne portait le nom que de Betty Sugrue. Elle était veuve d'un fermier, originaire du comté de Kerry en Irlande. Elle était accablée par la pauvreté. Et un jour, elle a pris la route avec ses 2 enfants. Elle est partie en direction de la ville de Roscommon. Et là-bas, elle espérait y trouver les fragments d'une vie meilleure. Le voyage a été très douloureux, c'était un calvaire. Et c'est peu de le dire, parce que pendant le trajet, un des enfants de Betty a perdu la vie. Donc il ne restait qu'avec elle son fils aîné, Padraig. Elle était brisée à cause de sa perte, mais aussi déterminée à offrir une vie meilleure à son fils restant. Finalement, mère et fils arrivent à Roscommon. Là-bas, elle trouve refuge dans une masure abandonnée. Une masure, c'est une habitation complètement délabrée. En gros, une petite maison misérable. Pour survivre, son fils et elle mendiaient, ou alors ils fouillaient les ordures des quartiers un peu plus aisés, espérant trouver de la nourriture. Leur seule raison de vivre, c'était de se maintenir en vie pour l'autre, pour qu'ils restent toujours à 2. On raconte que c'est ce lien très fort qu'ils avaient qui les a empêchés de sombrer dans la folie. Le temps a passé, ces temps de pauvreté, et au fur et à mesure du temps, accablée par le fait de se priver et par la pauvreté, Betty a développé un certain caractère. Elle était assez violente, elle était facilement irritable, en colère, et un jour son fils, qui en avait un peu marre, a pris une décision. Tout quitter. Il voulait suivre d'autres Irlandais pendant le XVIIIe siècle et partir aux États-Unis. Il pensait qu'il pourrait y faire fortune, et pour lui, c'était soit il restait avec sa mère et il allait mourir de faim, dans la pauvreté, soit il tentait sa chance. Le choix a été vite fait. Betty, elle, était complètement contre, elle voulait que son fils reste à ses côtés, mais Padraig était déterminé. Il dit qu'il va partir et qu'il lui enverra de l'argent. Naturellement, au moment où le fils a quitté sa mère, le fameux lien qui les maintenait en vie tous les deux, ce lien puissant, s'est brisé. Donc son fils étant parti, Betty en elle n'a plus d'amour à offrir, elle n'a que de la haine. C'est en avril 1775 que Padraig quitte Roscommon, malgré le fait que sa mère ait essayé encore et encore de le convaincre de rester, et Betty se retrouve complètement seule. Elle tombe dans une solitude et un isolement absolu, elle est de plus en plus recluse, elle devient une ermite, et plus personne ne la reconnaît. Elle ne quittait sa maison misérable que pour se rendre dans une auberge voisine. C'était là-bas que son fils pendant quelque temps avait travaillé, et elle y est retournée pour essayer d'avoir un peu de nourriture. De son côté, Padraig avait réussi à gagner un peu d'argent. Il n'avait pas fait fortune, mais il envoyait donc, comme il avait promis, un peu d'argent à sa mère pour qu'elle aussi puisse survivre. Mais pour Betty, ça ne changeait rien. Elle était dévorée par l'amertume, elle haïssait le monde entier, car pour elle, la vie avait été injuste. Elle a perdu son fils en voyageant, le seul fils qui lui reste veut partir, elle n'a pas d'argent, elle doit fouiller les ordures pour manger, ça peut se comprendre. Padraig, lui, aux États-Unis, reconstruit sa vie, il s'intègre dans l'armée, mais pas n'importe quelle armée, l'armée révolutionnaire, créée pour lutter contre la couronne britannique et ainsi obtenir l'indépendance de l'Amérique. Il pensait pour lui que c'était un bon moyen de se faire un nom et de faire fortune. Mais il y a un détail non négligeable pour qu'il arrive à ce but, c'est qu'il doit survivre à la guerre et la gagner. Au fur et à mesure du temps, les lettres de Padraig se font de plus en plus rares. Betty commence à douter, elle se dit que son enfant ne reviendra jamais. Et petit à petit, avec cette détresse, cette conviction d'avoir été abandonnée, Betty sombre dans la folie. Et, par une nuit froide de novembre, le destin frappe à la porte de la maison de cette femme abandonnée. C'était un homme grand et barbu, visiblement un étranger qui semblait assez fortuné et qui est devenu, en fait, demander l'hospitalité à Betty. Il avait des vêtements élégants, une bourse qui semblait assez remplie à la ceinture, donc il n'y a pas vraiment de doute sur le fait qu'il avait des moyens. Pourquoi taper à la porte de chez Betty? C'est simple, encore une fois le coup du hasard, l'auberge qui était à côté, l'auberge de la ville, était complète. Betty a offert son propre lit à cet homme, et pendant que l'homme dormait paisiblement, elle réfléchissait à quelque chose. Elle avait une opportunité devant elle, et elle ne comptait pas laisser filer cette opportunité. Donc, une fois qu'elle s'est assurée que l'homme dormait vraiment à point fermé, elle a pris un couteau et elle lui a ôté la vie. Elle a récupéré son argent et elle a ensuite laissé le corps
pourrir dans sa maison. Très peu de temps après, elle a décidé de continuer de fouiller le corps de cet étrange. Et elle a fait une découverte qui l'a retourné complètement. En fait, cet étranger, c'était pas n'importe qui. Il avait dans sa poche une lettre qui était adressée à Betty, qui avait été écrite par son fils. Pourquoi il avait cette lettre? Tout simplement parce que cet étranger que Betty a tué, c'était son fils. Elle avait ôté la vie au seul fils qui lui restait. Il avait réussi, comme il l'avait promis, à faire fortune aux États-Unis, et il était revenu pour faire la surprise à sa mère. Et lui aussi a une surprise, mais sûrement pas une surprise qu'il espérait. Bien sûr, Betty était complètement abattue. L'acte qu'elle a réalisé l'a plongée encore un peu plus dans la folie. Et alertée par les cris de douleur de Betty, les gardes sont venus voir ce qu'il se passait. Naturellement, ils ont fait face à un meurtre. Concrètement, donc, Betty a été arrêtée. Elle a été jetée à la prison de Roscommon et son jugement ne s'est pas fait attendre. Condamnée à la mort par pendaison. Mais le jour de l'exécution, problème. Le bourreau, qui devait donc pendre Betty, était gravement malade. Alors Betty s'est dit qu'elle pouvait peut-être aider à résoudre ce problème. Sans émotion aucune, elle a proposé de pendre les autres prisonniers qui devaient être pendus le même jour qu'elle. Ça a été accepté. Et donc, elle a pendu 25 prisonniers pour sa première journée de travail, si on peut dire ça comme ça. Face à cette efficacité, vraiment Betty ne perdait pas de temps. Elle l'enchaînait. Les autorités se sont dit, elle est quand même forte dans ce qu'elle fait. Et c'est comme ça que Betty est devenue l'exécutrice officielle de Roscommon. Betty est donc devenue bourreau en plein temps. Mais elle logeait dans la prison. Pas parce qu'elle a été condamnée, mais parce que toute la ville la haïssait. Elle avait quand même réalisé un meurtre et en plus celui de son propre fils. Donc pour sa propre sécurité surtout, elle était logée dans la prison. Elle propose des améliorations par rapport à la potence. Elle propose de la faire construire à l'intérieur de la prison pour que les spectateurs puissent voir la pendaison mais ne puissent pas intervenir. Et au fur et à mesure du temps, les gens voyaient des condamnés se faire pendre par cette femme qui construisait sa réputation d'horreur. C'est comme ça qu'elle a commencé à être appelée Lady Betty. Au fur et à mesure du temps, suite à ses bons et loyaux services, la peine de mort de Betty fut commuée, donc elle a été annulée, et elle a continué d'exercer en tant que bourreau officiel, notamment durant la rébellion de 1798, période durant laquelle ses compétences furent tristement précieuses. Et c'est finalement en 1802 qu'elle a été officiellement graciée. Rappelons en toute cette histoire qu'il y a juste un pauvre type qui est tombé malade et qui a perdu son emploi. Lui, il s'est retrouvé au chômage à cause de quelqu'un qu'il devait tuer. Je pense qu'il l'a très mal pris. Quoi qu'il en soit, dans ses dernières années de vie, Betty a pris sa retraite. Elle logeait toujours dans la prison, donc on l'a autorisée à faire un petit jardin dans la prison. Et en 1807, elle s'est éteinte. Le shérif ordonna que son corps soit enterré dans le secret, dans un lieu inconnu, et aussi de nuit, pour que personne ne vienne déterrer son corps pour lui manquer de respect ou quoi que ce soit, sachant qu'elle n'était pas appréciée du tout. Mais du coup, son héritage divise énormément. Certains la considèrent comme une figure du mal absolu, parce qu'elle tuait à tour de bras, elle a même tué son propre fils, elle dessinait au charbon sur les murs les visages de ceux à qui elle avait ôté la vie. Mais d'un autre côté, il y en a qui se disent qu'elle a rendu la justice dans une époque de troubles et de révolte. Et c'est en résumant un peu son histoire que le côté sordide ressort d'autant plus. C'est que cette femme, Betty, a réussi à sortir de la misère parce qu'elle s'est mise à passer sa vie à tuer. En 1929, le massacre d'un guérisseur du nom de Benny Evangelista a plongé la ville de Détroit dans l'horreur. On a baptisé ce crime atroce le meurtre occulte de Détroit. Et aujourd'hui encore, c'est un crime qui fait partie des plus mystérieux de l'histoire américaine. Mystérieux pourquoi? Parce que la question qui ressort encore aujourd'hui, c'est qui a tué la famille Evangelista? En 1904, Benjamino Evangelista et son frère, Antonio, ont quitté Naples. Ils sont partis aux États-Unis pour essayer de vivre le fameux rêve américain. Comme beaucoup d'émigrants à l'époque, Benjamino a transformé son nom pour mieux s'intégrer et il est passé de Benjamino à Benny Evangelista. Les deux frères se sont installés à Philadelphie et ils ont vécu ensemble pendant quelques temps jusqu'à un moment où un fossé s'est creusé entre eux. Benny s'intéressait de plus en plus au domaine de l'occulte et il affirmait recevoir des visions de Dieu, mais étrangement des visions peu catholiques. Pour Antonio, qui lui était un fervent croyant, c'était une hérésie. Ce que racontait son frère n'était que des blasphèmes, donc c'est à cause de ça que leur relation a commencé à s'effriter. Les deux frères se sont séparés, et donc, après cette cassure,
Antonio a envoyé son frère à York, en Pennsylvanie, pour qu'il aille travailler là-bas. Et sur place, Benny a fait une rencontre qui allait marquer sa vie. Il a rencontré un autre napolitain du nom d'Aurelius Angelino. Il avait à peu près les mêmes centres d'intérêt que Benny, donc ensemble, ils se sont plongés à fond dans l'occultisme. Ils ont exploré le mysticisme interdit, les mystères de la magie noire. Mais plus tard, ce petit jeu avec les ténèbres allait virer au cauchemar. En 1919, au cours d'un excès de folie, Angelino massacra sa propre famille. Il a ôté la vie à ses 2 fils jumeaux à coups de hache. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique à Fairview et là-bas, Angelino a sombré dans le silence. Personne ne sait pourquoi il a eu cet excès de folie. Certains avancent que c'est à cause de la pratique de la magie noire qu'il a pu réaliser avec Benny. On dit peut-être que c'est cette plongée dans l'occultisme qui lui a brisé l'esprit. C'est ce que certains avancent. Ou alors d'autres pensent qu'il y aurait peut-être quelque chose d'encore plus sombre. Benny, il n'a pas compris ce qui s'était passé avec son ami. Il était terrifié, il avait peur que ça lui arrive aussi. Donc il s'est dit qu'il allait fuir tout ce qu'il avait amené à ça, l'occultisme et même la Pennsylvanie. Il est parti loin, à Détroit, une ville à ce moment-là en pleine expansion. Mais chassé le naturel et il revient au galop. À Détroit, Benny a changé de vie. Il s'est mis à travailler. En tant que charpentier, il est devenu un propriétaire dans l'immobilier. Il semblait avoir une vie stable, il a trouvé une femme, il s'est marié, il a même eu des enfants. Et d'extérieur, il menait une existence paisible. Mais dans l'ombre, Benny s'est remis à se plonger dans ses fameux travers. Discrètement, il se présentait comme un guérisseur mystique, une sorte de leader spirituel autoproclamé. Et derrière des portes closes, il pratiquait des rituels occultes. C'est comme ça qu'il arrondissait ses fins de mois. Petit à petit, dans les bas-fonds de Détroit, Benny Evangelista a commencé à se faire un nom. Il vendait des herbes magiques, des malédictions, des remèdes spirituels. Et pour à peu près $10, donc pour l'époque une belle somme quand même, il proposait à ses clients des danses rituelles, des chants étranges, et parfois même des sacrifices d'animaux. Et tout ça pour que ses clients puissent bénéficier d'une sorte de protection ou alors pour réaliser une vengeance. Concrètement, Benny en partant à Détroit avait tout mis derrière lui. Mais finalement, il s'est plongé encore plus profondément dans l'occultisme que par le passé. D'ailleurs, dans la cave de sa maison, il avait construit un hôtel dédié à l'occultisme. Il avait suspendu au plafond, à l'aide de fils de fer, des figures en papier mâché et en cire, qu'il appelait ses planètes célestes, et au centre de son petit sanctuaire, il avait placé un œil capable de s'illuminer. Ce qui rajoutait à cette atmosphère très étrange quand on y allait, parce que son petit sanctuaire, pour un petit peu d'argent, on pouvait le visiter. Et c'est même devenu un petit endroit touristique. Il y a beaucoup de monde dans son quartier qui se précipitait pour aller voir ce sanctuaire et participer à des rituels. Mais petit à petit, il y a quelque chose qui s'est passé. Eh bien, c'est que ce que Benny proposait, ses chants, ses rituels, ses potions, etc., en fait, ça marchait pas. Donc les gens étaient déçus de ses prestations. Beaucoup se sont rendus compte qu'en fait, ce que Benny proposait, c'était une arnaque. Donc Benny Evangelista, qui d'abord avait cette réputation un peu de prophète, eh bien voyait sa réputation être transformée en celle d'un escroc. Et c'est le 3 juillet 1929 que tout a basculé. Ce jour-là, Vincent Elias, un client venu finaliser une transaction immobilière, s'est présenté chez Benny. Mais la maison était étonnamment silencieuse. Beaucoup trop silencieuse, sachant que dans la maison, il y avait 4 enfants qui y vivaient. Donc on aurait dû entendre un peu de bruit. Ce Vincent savait ce que Benny faisait dans sa cave, donc il s'est dit que s'il n'ouvrait pas la porte, c'est qu'il était probablement dans la fameuse cave. Alors il s'y est rendu. Sauf que ce qu'il a vu, ça l'a fait courir. Il a fui en hurlant. Il a prévenu les autorités et la police s'est présentée au domicile de Benny. Et les policiers aussi, en arrivant, ils font face à une horreur absolue. Benny Evangelista était à son bureau dans sa cave, les mains jointes, comme s'il priait. Mais il manquait quelque chose. Ce qui lui manquait, c'était sa tête. Mais elle était pas loin, elle était posée au sol à côté de ses pieds. Et autour, il y avait 3 photos. Et sur cette photo, il y avait la même chose, un enfant dans un cercueil. Les enquêteurs se rendent compte que cet enfant est l'un des enfants de Benny. Un enfant qui serait mort quelques années auparavant déjà. Pourquoi il y a eu ici un meurtre? Et qui a fait ça? Aucune idée. Personne ne le sait. Après avoir découvert Benny, naturellement les enquêteurs ont fouillé la maison et il se trouve que le cauchemar n'était pas terminé. La femme de Benny était allongée dans son lit. Avec elle, il y avait son jeune enfant âgé seulement de 18 mois et les deux étaient sans vie. Le bébé était méconnaissable parce que son visage avait été écrasé. La mère, elle, eh bien, avait la tête qui était presque dans le même état que celle de Benny. Et dans la pièce d'à côté, il y avait les autres enfants. Eux aussi avaient été comme complètement écrasés. Mais pourtant, il n'y avait aucune trace de lutte. La mère et les enfants étaient dans le lit, donc c'est comme si en fait on les avait attaqués pendant qu'ils dormaient.
Benny, lui, était au sous-sol. Peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il allait être attaqué. Il n'y a pas eu de vol. Rien. C'est comme si quelqu'un était rentré dans la maison, avait ôté la vie à tout le monde et était reparti. Les seuls indices qu'il y a, ce sont des empreintes dans le sang qui quittent la cave. Et une autre empreinte, cette fois-ci de main, sur une poignée de porte. C'est tout. Aucun autre indice. Face à cet événement brutal, la communauté italienne s'est refermée. Les habitants ont refusé de parler aux enquêteurs et les gens n'admettaient même pas qu'ils connaissaient la famille Evangelista. La police, désemparée, s'est retournée vers deux personnes qui connaissaient Benny, son médecin et son juriste. Pour le médecin, c'est simple, Benny n'était qu'un fanatique religieux, un homme qui était clairement au bord de la folie, comme quelqu'un d'ailleurs au début de l'histoire. Et le juriste lui a dit que Benny faisait face à des procédures judiciaires concernant ses affaires immobilières. Mais dans l'eau, il n'y avait rien qui permettait de justifier la mise à mort de toute la famille. Donc, à court de piste, la police a élaboré 3 théories. La première théorie, c'est que ce serait une organisation criminelle italienne qui serait à l'origine de l'horreur qui a été découverte. Une organisation du nom de la Main Noire. Benny a déjà reçu des lettres de menaces venant de cette organisation, mais rapidement, la piste a été écartée. Les menaces étaient peu crédibles et en plus, la mafia s'était un peu renouvelée. Ils étaient passés sur une organisation mafieuse moderne, donc ils n'avaient pas vraiment d'intérêt d'aller extorquer Benny. Et c'était pas la manière de faire non plus. En plus de ça, il semblerait que les lettres reçues aient été écrites par la main d'un imposteur se faisant passer pour l'organisation plutôt que par l'organisation elle-même. Deuxième théorie, on suspecte un homme d'affaires qui serait lié à Benny, et cet homme, connu des autorités, a été interrogé. Il a nié toute implication dans l'affaire, malgré le fait que la veille de la mort de la famille, il s'est rendu dans la maison. Lui a déclaré qu'il n'avait rien vu de suspect, et qu'après avoir rendu visite à la famille Evangelista, il est parti boire un verre avec un ami. Ce qui a inquiété les enquêteurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils le connaissaient, c'est que cet homme avait tué son beau-frère à l'aide d'un couteau. Il n'a pas été inculpé parce que ça avait été jugé comme un acte de légitime défense. Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'aveu, donc en soi, même si on peut le suspecter, on peut pas vraiment faire grand chose, mais il y a une troisième théorie. Et cette troisième théorie, c'est la plus inquiétante et la plus troublante. On se demande si le tueur ne serait pas Aurelius Angelino, l'ami que s'était fait Benny quand il était en Pennsylvanie, avec qui il avait noué des liens suite à leurs intérêts communs vis-à-vis de l'occultisme. Celui qui a tué ses enfants et qui s'est fait interner. Pourquoi on le suspecte potentiellement? C'est qu'en 1923, donc avant la mort de la famille Evangelista, Aurelius s'est échappé de l'asile et il n'a plus jamais été revu. Certains pensent qu'il serait allé jusqu'à Détroit pour se venger de Benny, mais se venger de quoi? On sait pas. Quoique, il y a des pistes. Quand Aurelius a ôté la vie à des membres de sa famille, on a retrouvé des empreintes sanglantes. Et on a eu un suspect. Vis-à-vis à l'auteur de ces empreintes, ce suspect, c'était Benny. Donc, il y a un doute sur le fait que Benny n'aurait pas eu sa part de responsabilité dans la mort de la famille d'Aurelius. Et donc, Aurelius serait venu à Détroit pour se venger. Concrètement, l'histoire par rapport à cette troisième théorie, c'est que Benny aurait piégé Aurelius, il aurait tué sa famille et il aurait mis le meurtre sur le dos. Aurelius serait ensuite parti de l'asile et aurait cherché Benny pour se venger. Personne ne saura jamais laquelle de ces théories est la bonne parce que l'affaire est encore aujourd'hui non résolue. Elle fait maintenant partie des cold cases les plus sanglants et les plus mystérieux de l'histoire de la ville de Détroit. Qui a tué cet homme étrange, Benny Evangelista? Un homme d'affaires, un guérisseur, mais aussi un fanatique religieux. Et surtout, pourquoi on s'en est aussi pris à sa femme et ses enfants? Certains se demandent si Benny et Aurelius n'auraient en fait pas découvert quelque chose. Si, au fil de leur rituel, ils avaient peut-être pris connaissance d'un secret interdit. Un secret qu'ils n'auraient jamais dû posséder et qui était si lourd à porter que ça a détruit non seulement leur esprit, mais aussi leur famille. C'est un mystère qui, sans doute, ne sera jamais élucidé. Environ 60 secondes, moins d'1 minute, c'est ce qu'il aura fallu pour que Laetitia Tourreau perde la vie, à Paris, en 1937. Elle voyageait seule, dans un wagon du métro, quand il y avait encore une première classe et une deuxième classe, et elle était en vie quand la rame quitta la station. Mais dès que le métro arriva à la station qui suivait, elle avait perdu la vie. En moins de 60 secondes, quelqu'un s'en était pris à elle. Et ce, sans que personne ne voit rien. Ce meurtre reste encore aujourd'hui non résolu, et surtout incompréhensible. Comment un tueur aurait-il pu entrer dans le wagon, s'en prendre à Laetitia et disparaître sans laisser la moindre trace? Et le tout en moins d'1 minute, dans un train en mouvement sans que personne ne voit rien. Tout ça ressemble au crime parfait.
Mais peut-être que la vraie question pour démêler tout ça, elle est ailleurs. Peut-être qu'il ne faut pas réfléchir tout de suite à qui s'en est pris à Laetitia, mais plutôt pourquoi on s'en est pris à elle. Parce qu'en cherchant les secrets de la fin de sa vie, on soulève le voile sur un Paris dangereux. Une ville gangrénée par les complots et les tensions politiques, dans une France d'après-guerre prête à exploser. Laetitia Tourreau était une jeune femme de 29 ans, d'origine italienne et installée à Paris depuis les années 20. Elle était connue pour sa beauté, pour son intelligence, et elle avait la réputation d'être plutôt généreuse. Elle allait même distribuer parfois de la nourriture aux enfants dans les rues. Mais derrière cette image qui semblait plutôt douce, sa vie a été marquée par le drame. Elle a été veuve à un âge où d'autres découvrent à peine l'amour. Elle n'avait été mariée que quelques mois, et la mort brutale de son époux l'avait laissée complètement dévastée. Mais c'est à ce moment-là qu'un secret fut révélé. Un secret que Laetitia ignorait elle-même. Jules Tourreau, son mari défunt, lui avait caché une vérité cruelle. Il n'avait jamais dit à sa propre famille qu'il s'était marié. L'union de Laetitia et Jules avait eu lieu dans le secret en 1929, mais Jules, issu d'une classe sociale considérée comme supérieure, continuait de vivre chez ses parents et il voyait Laetitia seulement dans le secret, discrètement, et le tout dans un appartement qu'il louait pour elle. Dans le Paris des années 30, les clivages sociaux étaient impitoyables. Une femme considérée comme du peuple comme Laetitia n'aurait jamais été acceptée par la famille de Jules. Et c'est quand Jules a perdu la vie que là, la famille a découvert l'existence de Laetitia. Et plutôt que de l'accepter et de partager le deuil, ils l'ont rejeté. Donc, privée d'héritage, privée de toute protection légale, Laetitia s'est retrouvée seule et complètement vulnérable. Alors, pour survivre, elle a accumulé les petits boulots. Le jour, elle travaillait dans une fabrique de cire, et le soir venu, elle troquait son bleu de travail pour une robe plus légère car elle faisait vestiaire dans des bals populaires. Des bals qui avaient lieu dans des quartiers plutôt louches de Paris à l'époque. Là-bas, elle était appréciée de tous. Les hommes du quartier achetaient des jetons de danse pour espérer faire une valse de quelques minutes avec elle. Et Laetitia, elle, souriante généralement, ne refusait jamais. Elle semblait avoir trouvé un équilibre entre son travail de jour et son travail de nuit, mais derrière son sourire, elle cachait une vie plus complexe que ça. Sa popularité auprès des hommes ne faisait que grandir. Et à peine un an après la mort de son mari, elle avait déjà plusieurs amants, qui étaient tous façonnés par sa gentillesse, sa beauté, le mystère qu'elle dégageait. Et très vite, des rumeurs ont commencé à apparaître. On voit en elle une femme, veuve, qui enchaîne les liaisons discrètes et qui participe à des bals populaires, donc on commence à se dire que c'est une femme qui vend son corps. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve qui vont dans ce sens. Et d'ailleurs, ce n'est qu'après la mort de Laetitia que sa véritable identité a été révélée. Parce que derrière cette image de jeune fille séduisante et travailleuse, en fait se cachait là une femme bien plus dangereuse. Depuis environ un an, Laetitia collaborait avec un détective privé. Elle était payée pour cette collaboration, mais surtout, elle travaillait de manière complètement officieuse pour la police parisienne. Elle menait une double vie. Elle était infiltrée. C'était une informatrice au cœur du Paris clandestin. C'est-à-dire que pendant qu'elle travaillait au vestiaire dans les fameux bals populaires, elle fouillait dans les poches des manteaux à la recherche de lettres, de documents ou d'informations sensibles. À l'époque, les vestiaires, c'était un point de contact idéal pour échanger des messages, et ce, sans attirer l'attention. Mais le rôle de Laetitia était assez dangereux. En 1936, elle avait infiltré un des groupes les plus extrémistes et dangereux de France, le Comité secret d'action révolutionnaire, plus connu sous le nom de la Cagoule. C'était une organisation clandestine où les membres portaient une cagoule pour masquer leur identité. Généralement, cette organisation était comparée au Ku Klux Klan américain. Et Laetitia, par l'intermédiaire d'une relation amoureuse avec l'un de leurs passeurs d'armes, Gabriel Jonté, avait réussi à pénétrer leur cercle le plus secret. Mais forcément, jouer à un tel double jeu, ça a un prix. La Cagoule, en plus d'être une organisation radicale, c'était surtout une organisation terroriste. Anticommuniste, antisémite, la Cagoule voulait renverser la France, qui était déjà mal en point, fragilisée parce qu'on est dans la période d'entre-deux-guerres. Le but de l'organisation, c'était de rétablir une monarchie, mais pas nécessairement comme la monarchie royale, passer clairement sous le joug d'une dictature. D'ailleurs, l'organisation avait de lourds moyens. Ils étaient financés en secret par des géants de l'industrie, Le Sieur, Michelin, même L'Oréal, et ils faisaient plein de choses. Des assassinats, de l'espionnage, du sabotage, ils plaçaient des bombes dans des endroits. Pour eux, il n'y avait rien qui n'était trop extrême. Et justement, Laetitia Tourreau, cette veuve discrète, avait réussi à infiltrer ce danger pour la France. Et à un moment donné, le vent a tourné. Les membres de l'organisation ont soupçonné que Laetitia était une taupe, donc ils ont mis en place un piège.
Ils lui ont parlé d'un convoi d'armes, soi-disant à destination de la frontière suédoise. Fidèle à son rôle, Laetitia a prévenu les autorités, mais lorsqu'un policier a inspecté le dit véhicule, il était vide. L'organisation venait de confirmer ses soupçons. Laetitia était maintenant bel et bien à leurs yeux une informatrice infiltrée. Et dans ce genre d'organisation, la trahison n'est jamais impunie. Moins d'une semaine plus tard, Laetitia a perdu la vie. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle après une journée plutôt ordinaire. Pour se faire plaisir, elle s'était offert un ticket de métro en première classe. Un petit luxe rare pour une femme modeste. Et à la station Porte de Charenton, elle est montée dans un wagon qui a été complètement vide. Elle était seule, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle était observée, sûrement traquée, car quand les portes du wagon se sont refermées, le compte à rebours de la fin de sa vie avait commencé. Le métro est ensuite arrivé à Porte Dorée, à peine 45 secondes après le départ de la précédente station. Laetitia Thoreau était déjà agonisante, une lame plantée dans le corps, elle gisait au sol. On l'avait agressée avec un couteau, le couteau était toujours là, et c'est une famille montant à bord du wagon de la première classe qui a découvert l'horreur. Les secours ont été appelés, et malheureusement elle a perdu la vie dans l'ambulance. Elle n'a pas pu dire un mot qui aurait pu permettre de comprendre ce qu'il s'est passé. Tous les passagers ont été interrogés. Personne n'a vu la porte de la première classe s'ouvrir. Personne n'a vu un tueur en fuite. Personne n'avait vu le corps avant la famille. Il n'y avait aucune empreinte, aucune trace, à part le couteau, mais il ne permettait pas de remonter vers qui que ce soit. C'était comme si un fantôme s'en était pris à Laetitia. C'est comme ça que le mystère Laetitia Thoreau est né. Dans les premiers jours suivant la mort de la jeune femme, la presse a simplement parlé de Laetitia comme d'une femme qui était ouvrière et qui travaillait dans les vestiaires de bal. Une femme sans histoire, mais au bout d'un moment, la vérité a éclaté. Son travail d'espionne a été révélé, notamment en tant qu'infiltré dans l'organisation surnommée La Cagoule. Rapidement, un nom est sorti, Jean Filliol, qui était connu pour être le grand assassin de l'organisation. Celui qui s'occupait de faire disparaître les problèmes, ce qui gênait. Et justement, cet homme, peu après la mort de Laetitia, a pris la fuite vers l'Espagne, un pays où il a vécu riche et libre jusqu'à la fin de ses jours. La police, elle, a vite compris. Laetitia avait payé, le soir où elle est morte, le prix de sa trahison. L'affaire fut classée et elle est devenue un des cold cases les plus mystérieux de France. Malgré tout, bien qu'on se doute de qui est responsable, une question demeure. Comment Jean Filliol aurait pu accomplir son acte, si c'est lui, en moins d'une minute, sans que personne ne le voie ni entrer dans la rame, ni en sortir? Peut-être que Laetitia n'a jamais été poignardée dans le wagon. Peut-être qu'elle a été déjà condamnée avant que le métro ne démarre, parce que le fameux jour, c'était le dimanche de Pentecôte. La station de métro était bondée, il y avait des familles, des enfants, des poussettes, et énormément de voyageurs qui s'agglutinaient sur le quai. Donc peut-être que le tueur, peut-être que Jean Filliol lui-même, n'a jamais pris place dans le wagon. Peut-être qu'il s'est approché de Laetitia par derrière, profitant de la foule, et que d'un geste précis, il l'a condamnée. Laetitia n'aurait même pas eu le temps de comprendre ce qu'il s'était passé. Ensuite, elle serait montée dans le wagon des premières classes qui était désert, comme si de rien n'était. Et c'est une fois au moment où le métro a quitté la station que là, elle se serait écroulée au sol. Dans ce scénario, le meurtre du métro n'aurait jamais eu lieu dans le wagon en lui-même. Quoi qu'il en soit, ce sont des détails que nous ne saurons probablement jamais. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces 5 histoires sordides, intrigantes, assez mystérieuses. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez certaines de ces histoires. Peut-être que vous avez des informations complémentaires. N'hésitez pas aussi à me dire vraiment laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Je suis assez curieux de voir ça, j'irai voir ça dans les commentaires, donc vraiment, jouez le jeu, dites-le moi. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram AkenTV qui s'affiche juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!